Logan passa ses doigts calleux sur le bord de la table en acajou, vérifiant les imperfections. Le grain était parfait, chaque ligne coulant comme une eau figée dans le temps. Son atelier sentait la sueur et la tâche, des odeurs familières qui le maintenaient ancré quand tout le reste semblait instable. La porte d'entrée de sa maison claqua de l'autre côté de la cour. Logan jeta un coup d'œil par la fenêtre de l'atelier et Vinant se précipitait vers sa voiture, son téléphone collé à l'oreille. « Encore ? » ?»« Non, je ne peux pas parler maintenant, » dit-elle en cherchant maladroitement ses clés. « Il est juste là. » Logan recula de la fenêtre. « Il est juste là. » Comme s'il était une menace qu'elle devait éviter. 5 ans plus tôt, à la naissance de John, elle lui apportait le déjeuner à l'atelier. Ils s'asseyaient ensemble sur le vieux banc en bois pour discuter de leurs projets, de leur avenir. Maintenant, elle le regardait à peine pendant le dîner. Son téléphone vibra. Un SMS d'Anne. Cours tardif ce soir. Ne l'attends pas. Logan fixait le message. Son studio de yoga fermait à 20h. Il était déjà 21h passées lorsqu'il retourna à son établi et prit son ciseau. Le bois ne lui mentirait pas. Le bois était honnête. On voyait ses défauts. Travailler avec lui. Créer quelque chose de beau malgré ses imperfections. Les gens étaient différents. On pouvait sourire en planifiant votre destruction. Le rire de John s'échappa de la maison. Logan posa ses outils et entra. Son fils de 5 ans était affalé sur le tapis du salon, en train de construire quelque chose d'élaboré avec ses blocs. « Papa, regarde. » John brandit une tour en bois. « Elle est aussi haute que moi. » Logan s'agenouilla à côté de lui. « C'est du beau travail de construction, mon pote. Tu as utilisé la technique de la traverse que je t'ai montrée ? » « Oui. Tu vois. » John montra les pièces emboîtées. « C'est super solide maintenant, tout comme nous. » Logan ébouriffa les cheveux noirs de son fils. « Super solide. » Le visage de J se crispa de concentration. « Papa, pourquoi maman pleure dans sa voiture ?» La question frappa Logan comme un coup de marteau en pleine poitrine. « Que veux-tu dire ? » ? « Hier, je l'ai vue par ma fenêtre. Elle était assise dans sa voiture, parlant au téléphone et pleurant. Est-elle triste ? » Logan força sa voix à rester calme. « Parfois, les adultes sont tristes. Ça ne veut pas dire que quelque chose ne va pas. » D'accord. D'accord. Jean retourna à ses blocs, mais Logan pouvait lire l'inquiétude dans ses petits traits. La T1030. Les phares de Nan balayèrent les murs du salon. Logan entendit la portière de sa voiture se fermer, puis ses pas sur le porche. Il était assis dans son fauteuil, lisant un magazine de menuiserie lorsqu'elle entra. « Comment s'est passé le cours ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Bien. » Elle laissa tomber son sac près de la porte. « Longue séance ce soir. On a travaillé sur les techniques de méditation. » Logan jeta un coup d'œil à sa tenue. Robe noire, talons, maquillage toujours parfait. Pas vraiment une tenue de yoga. Ça devait être une sacrée méditation. Il tourna une page. John dort. Bien. Elle s'arrêta en bas des escaliers. Je suis épuisée. Je vais me coucher. Non. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. On doit parler bientôt de quoi ? Logan posa son magazine et la regarda. Il la regarda vraiment. La femme qu'il avait épousée avait des rides d'expression autour de ses yeux verts. Le regard de cette femme était prudent, calculateur. Tu sais quoi ? Pendant un instant, quelque chose vacilla sur son visage. Peur, culpabilité. Puis son masque se remit en place. Je ne sais pas de quoi tu parles, Logan. Je suis fatigué. On se parlera demain. Elle monta les escaliers, chaque pas posé et prudent. Logan l'écoutait bouger dans leur chambre. L'eau coulait dans la salle de bain, les tiroirs s'ouvraient et fermetures. Des sons normaux qui semblaient tout sauf normaux. Point. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda par son atelier. La lumière de sécurité projetait tout d'un blanc éclatant. Au-delà de la clôture, les vieux chênes de Savannah se dressaient comme des siècles, leur mousse espagnole ondulant dans la brise nocturne. Logan avait survécu à 2 missions en Afghanistan. Il avait appris à reconnaître le danger avant qu'il ne se manifeste. La sensation de fourmillement entre ses omoplates, cette hyperconscience qui maintenait les soldats en vie en territoire hostile.
Ce sentiment s'intensifiait de jour en jour depuis un mois. Sa femme préparait quelque chose. Il ne savait juste pas encore quoi. Point. 3 jours plus tard, Nan préparait du café lorsqu'elle lança la bombe. On va faire la fête ce samedi. Logan leva les yeux de ses œufs. La fête de qui? Roald Dahl. C'est son anniversaire. La voix de Nan était trop claire, trop décontractée. Elle me demande de t'amener depuis des lustres. Je ne t'avais jamais entendu parler d'une Rel auparavant. Moi si. Tu n'écoutais probablement pas. Elle lui tendit une tasse et son sourire lui parut aussi artificiel que des fleurs en plastique. Ce sera amusant. On ne sort plus jamais. Logan observa son visage. Quelque chose la rendait nerveuse. Sa main gauche jouait avec son alliance, la faisant tourner sans cesse. Où habite-t-elle? Sur Whitfield Avenue. Un endroit sympa. Allez, Logan. Pour moi. Les supplications dans sa voix sonnaient faux. N'en ne suppliait pas. Elle exigeait, manipulait, ou se retranchait dans un silence glacial, mais elle ne suppliait pas. À quelle heure? 7 heures. Je lui avais déjà dit qu'on serait là. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Samedi arriva, gris et humide, typique de Savannah. Fin du printemps, Logan prit une douche et enfila son plus beau jean et une chemise boutonnée. Lorsqu'il descendit, Nan se mettait du rouge à lèvres dans le miroir du couloir. Elle portait une robe rouge qui moulait ses courbes et des talons qui donnaient l'impression que ses jambes étaient interminables. Habillée comme une coquille, Logan demanda « Je veux être belle. » C'est un crime? Ils traversèrent en silence le quartier historique, longeant les places ornées et les demeures d'Antabella qui avaient fait la renommée de Savannah. Whitfield Avenue se trouvait dans la banlieue où les nouveaux riches construisaient des maisons plus grandes mais plus modestes. La maison de Roald Dahl brillait de lumière. Les voitures encombraient l'allée et bordaient la rue. Musique et rire jaillissaient des fenêtres ouvertes. Une femme populaire. Logan disait qu'elle connaissait tout le monde. Non, vérifie son rouge à lèvres une dernière fois. Sois gentille. D'accord. Ne sois pas maussade et antisocial. Je ne suis pas antisocial. Tu n'es pas non plus exactement Monsieur Personnalité. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la porte d'entrée, mais Logan avait l'impression d'être à des kilomètres l'un de l'autre. Nan sonna et une femme d'une quarantaine d'années répondit, cheveux blonds décolorés. Trop de bijoux, un sourire de présentatrice de jeux télévisés. Nan, tu es magnifique. Rel embrassa les deux joues de Nan. Et tu dois être Logan. J'ai tellement entendu parler de toi. Logan lui serra la main. Oh, bien. J'espère. Bien sûr. Son rire était trop fort. Entrez. Entrez. La fête bat son plein. La maison était bondée de gens que Logan ne reconnaissait pas. Les cercles sociaux de Savannah étaient restreints et interconnectés, mais ses visages lui étaient inconnus. Il suivit Nan dans le salon, acceptant une bière d'un serveur qui passait. C'est là qu'il le vit. L'homme était adossé au comptoir de la cuisine, agitant un verre de whisky hors de prix. La trentaine, des cheveux parfaitement coiffés, une chemise qui devait coûter plus cher que ce que Logan gagnait en une semaine. Tout en lui criait l'arrogance, de son sourire d'entraînement à sa façon de dominer la conversation. Nan s'avança droit vers lui. Aaron. Elle lui toucha le bras et le geste était trop familier, trop intime. Je veux que tu rencontres mon mari. Logan, voici Aaron. Lorraine. Aaron lui tendit la main avec un sourire narquois qui donna envie à Logan de lui casser la mâchoire. Le célèbre menuisier. Nan me dit, tu es un véritable artisan. Je fais de mon mieux. Logan lui serra la main, remarquant sa paume douce et ses ongles manucurés. Cet homme n'avait jamais vraiment travaillé de sa vie. Aaron dans l'immobilier, dit Nan. Il me montre des biens d'investissement. Des biens d'investissement? Logan regarda sa femme. Depuis quand investissons-nous dans l'immobilier, puisqu'il faut penser à notre avenir? Sa voix était tranchante. Certains d'entre nous planifient. Aaron rit. Elle a le sens des affaires. Tu as de la chance, Logan. Oui, de la chance. Pendant l'heure qui suivit, Logan regarda sa femme tourner autour d'Aaron Lorraine comme une planète autour du soleil. Elle riait à ses blagues, lui touchait le bras quand elle parlait, se penchait vers elle quand il lui murmurait à l'oreille. Tous les autres semblaient se fondre dans le bruit de fond.
Logan allait se servir une autre bière quand quelqu'un lui tapota l'épaule, « Tu es Logan rit. » Logan se retourna et vit un homme de son âge, trapu, à la barbe grisonnante. Contrairement à la plupart des invités, cet homme avait l'air de travailler pour gagner sa vie. Et oui, Everchaz. Je suis le cousin de Michel. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce, puis se rapprocha. Il faut qu'on parle dehors. Quelque chose dans le ton de l'homme réveilla l'instinct militaire de Logan. Il suivit Everett à travers les portes coulissantes donnant sur la terrasse arrière. Le jardin était vide, éclairé par des guirlandes lumineuses qui projetaient des ombres dansantes sur l'herbe. Everett alluma une cigarette et tira une longue bouffée. « Connaissez-vous bien ces gens ? » ? « Moi non. C'est la première fois que je les rencontre. » »« Bien. Ça rend les choses plus faciles. » Le regard d'Everett était sérieux, presque compatissant. « Il faut que tu partes ce soir, tout de suite. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que tu n'étais pas censé partir d'ici vivant. » Ces mots frappèrent Logan comme un coup de poing. Sa main se porta instinctivement à sa hanche, là où il portait son arme de poing à l'armée, mais il était désarmé, en civil, à une fête de banlieue. « De quoi tu parles ? » Everett a tiré une autre bouffée. « Ma cousine Michel a une grande gueule quand elle boit. Elle m'a parlé du plan de ta femme, de la façon dont ils vont faire passer ça pour un accident. » La vision de Logan s'est rétrécie. Le bruit de la fête derrière lui a semblé s'estomper. « Ta femme et son petit ami, Aaron Loren, ils planifient ça depuis des mois. » Le sol semblait instable sous les pieds de Logan. « Tu mens. »« J'aimerais bien. » Everett jeta sa cigarette dans l'herbe. « Écoute, je ne te connais pas, mais j'ai des enfants. Je ne peux pas rester là à regarder ça arriver. Regarde ce qui s'est passé. Ils vont te droguer ce soir. Faire passer ça pour une crise cardiaque ou peut-être un suicide. Ta femme a déjà dit à tout le monde que tu agis bizarrement, déprimé, que tu construisais l'histoire. » Les poings de Logan se sont serrés. « Pourquoi me dis-tu ça ? » ?»« Parce que c'est mal. Et parce que ton petit garçon ne mérite pas de perdre son père à cause de ses malades. » Le sang de John Logan se glaça. « Où est-il ? » ?»« À la maison avec une babysitter, je suppose. » Mais après ce soir, Aaron Loren allait devenir son nouveau papa. Logan se tourna vers les portes coulissantes. À travers la vitre, il vit en rire à quelque chose qu'Aaron disait. Sa main était maintenant sur sa poitrine, les doigts écartés sur son cœur. « Comment sais-tu tout ça ? » Michel s'en vante. Elle trouve ça romantique comme dans un film. Des amants de Star-Cross qui éliminent les obstacles à leur bonheur. La voix d'Everett était dégoûtée. Elle n'a aucune idée du genre de monstre qu'elle aide. L'esprit de Logan s'emballait, calculait. Si Everett disait la vérité, alors il était en danger immédiat. Mais s'il mentait, si c'était un piège, pourquoi devrais-je te faire confiance ? Everett fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone. Il passa à une conversation par SMS et montra l'écran à Logan. « Michel, ça se passe ce soir. Et elle va enfin le faire. » Everett, faire quoi ? Rel se débarrasse de Logan. Il est tellement excité qu'il a du mal à se contenir. Everett, comment veux-tu te débarrasser de lui ? Rel, tu sais, définitivement. Ils ont tout prévu. Logan fixait les messages, l'estomac noué. Les horodatages indiquaient qu'ils dataient de plus tôt dans la soirée. J'ai essayé de la dissuader, dit Everett. Mais elle est trop plongée dans leur folie pour écouter. Le mieux que je puisse faire, c'est te prévenir. Logan lui rendit le téléphone. Je dois aller chercher John. Bien. Va le chercher et file ce soir. Ne fais pas tes valises. N'appelle personne. Disparais. Et après ? C'est à toi de jouer. Mais si tu restes, tu es mort, mec. Logan jeta un dernier coup d'œil par les portes coulissantes. Nan tenait la main d'Aaron et le conduisait vers l'avant de la maison, se demandant probablement où était passé son mari. Merci, dit Logan. Everett hocha la tête. Occupe-toi de ça, mon garçon. Logan rentra dans la maison, les sens en alerte. Chaque visage semblait potentiellement hostile, chaque sourire potentiellement faux. Il trouva Nan près de la porte d'entrée, regardant autour d'elle d'un œil inquiet. « Te voilà, dit-elle. Je te cherchais. Où es-tu allé ? Prendre l'air. Tu es prête à partir ? Partir ?
On vient d'arriver. Je suis fatigué et je veux voir comment va John. Le regard de Nan se posa sur Aaron, qui l'observait de l'autre côté de la pièce. On ne peut pas rester un peu plus longtemps? Je m'amuse. Non. La voix de Logan était neutre. Finale. On part maintenant. Quelque chose changea dans l'expression de Nan. Le masque glissa un instant et Logan y vit une froide réflexion. Bon, laisse-moi prendre mon sac. Elle récupéra son sac dans la cuisine pendant que Logan attendait près de la porte. Aaron s'approcha de lui. Ce même sourire arrogant. Partir si tôt. La nuit ne fait que commencer. Demain, il fera jour. Ah, le fardeau de l'ouvrier. Les yeux d'Aaron brillèrent d'amusement. Eh bien, je suis sûr de te revoir très bientôt, Logan. La menace était à peine voilée. Logan s'approcha. Suffisamment près qu'Aaron dut pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. J'en doute. Le sourire narquois d'Aaron s'estompa légèrement. Bien. Nan revint avec son sac à main, et ils dirent au revoir à Rel. Logan serra la main et accepta les baisers aériens, tandis que son esprit s'emballait pour la suite. Aller chercher John. Filer. Trouver la suite plus tard. Ils rentrèrent chez eux dans un silence tendu. Les mains de Logan serraient le volant si fort que ses jointures en devinrent blanches. À côté de lui, Nan regardait par la fenêtre côté passager, son téléphone bourdonnant de SMS, elle ne répondit pas. La voiture de la babysitter était encore dans l'allée lorsqu'ils s'arrêtèrent. Logan ressentit un soulagement. John était en sécurité pour l'instant. Il paya l'adolescente et la regarda partir, puis monta à l'étage pour voir comment allait son fils. Jean dormait paisiblement, ses cheveux noirs éparpillés sur l'oreiller, un bras enroulé autour de son dinosaure en peluche. Logan resta un long moment sur le seuil, mémorisant la scène. Après ce soir, tout allait changer. En bas, Nan était dans la cuisine, soi-disant en train de préparer du thé, mais Logan l'entendait murmurer dans son téléphone. Non, il ne se doutait de rien. Je ne sais pas. Il voulait juste partir. Oui, j'en suis sûr. Demain soir. Puis Logan s'approcha furtivement de la porte de la cuisine, son entraînement militaire rendant ses pas silencieux. Assure-toi juste que tout soit prêt. Nan disait, je ne peux pas recommencer si quelque chose tourne mal. Le sang de Logan se glaça. Everett avait dit vrai. Il s'éloigna de la cuisine et monta l'escalier jusqu'à la chambre de J. Son fils dormait encore, ignorant que sa mère préparait le meurtre de son père. Logan secoua doucement l'épaule de John. Dis donc, mon pote, réveille-toi. Les yeux de J s'ouvrirent brusquement. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? On part à l'aventure. Mais il faut être très discret. D'accord. Jean se redressa instantanément, alerte. Quel genre d'aventure? Le camping. Tu te souviens quand je t'ai parlé de dormir à la Belle Étoile? Vraiment? Ce soir? Vraiment? Mais c'est une surprise pour maman, alors on ne peut pas le lui dire. Peux-tu m'aider à remplir ton sac à dos avec des vêtements? John hocha la tête avec empressement et sortit précipitamment du lit. Logan l'aida à fourrer son pyjama, ses vêtements et ses jouets préférés dans un petit sac à dos. Ses mains tremblaient, mais John ne le remarqua pas. Ils descendirent l'escalier en rampant, évitant les marches qui grinçaient. Logan entendait encore Nan parler dans la cuisine, d'une voix basse et pressante. Il attrapa les clés de son camion au crochet près de la porte et fit sortir John. C'est la meilleure surprise du monde, chuchota John tandis que Logan l'attachait à son siège auto. Ouais, mon pote. Vraiment. Logan ferma la porte arrière et fit le tour du côté conducteur. Son camion était garé dans l'allée, face à la rue. Il n'avait plus qu'à démarrer le moteur et à partir. C'était aussi simple que ça. Il mit la clé dans le contact juste au moment où la portière d'entrée s'ouvrit brusquement. Logan. La voix de Nan était aiguë, pleine de panique. Qu'est-ce que tu fais? Logan démarra le camion. Le moteur rugit et les phares éclairèrent la rue devant. Logan, arrête. Nan courait vers le camion, ses talons claquant sur l'asphalte. Où vas-tu avec John? Logan passa la marche arrière, mais Nan atteignit la portière côté conducteur et attrapa la poignée. Ne fais pas ça, dit-elle. Et pendant un instant, sa voix ressembla à celle de la femme qu'il avait épousée. S'il te plaît,
On peut arranger ça. Logan la regarda par la fenêtre, même dans la lumière crue du porche. Elle était belle, mais la beauté n'était qu'un masque de plus, une autre illusion. Je sais, dit-il. Son visage pâlit. Tu sais quoi? Tout. Logan mit le moteur en marche avant et appuya sur l'accélérateur. N'en recula en titubant, relâchant la poignée de la portière. Papa, la voix de John était aiguë d'excitation depuis la banquette arrière. Regarde derrière toi. Logan jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et sentit son cœur s'arrêter. Nan courait après le camion, mais elle n'était pas les mains vides. Dans sa main droite, elle tenait une seringue, l'aiguille scintillant sous le lampadaire. Papa, que fait maman? Demanda John. Logan enfonça l'accélérateur à fond. Le camion fonça, les pneus crissant sur l'asphalte. Dans le rétroviseur, il vit Nan s'arrêter de courir et se tenir au milieu de la rue, la seringue toujours à la main. Sa femme, la mère de son enfant, venait d'essayer de le droguer avec Dieu sait quoi. Logan se força à lever le pied. Ils étaient à plusieurs pâtés de maison maintenant, en sécurité pour le moment, mais ses mains tremblaient sur le volant et son cœur battait la chamade. Désolé, mon pote. Il était un peu excité par notre séjour en camping. Où allons-nous? Bonne question. Logan sortit son téléphone et fit défiler la liste jusqu'à un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. Zeke Monroe, son ancien camarade de l'armée, vivait à environ 1 heure de la ville, sur 8 hectares de bois et isolé. Si quelqu'un pouvait les aider à disparaître, c'était bien Zeke. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix grave ne réponde. Zeke, c'est Logan. J'ai besoin d'aide. Un silence. Quel genre de problème? Le genre qui vous tue. Adresse. Logan énuméra leur position. Restez où vous êtes. Je serai là dans 40 minutes. La ligne fut coupée. Logan s'arrêta dans une station-service ouverte 24h24 et se gara sous les lumières vives. John s'était rendormi sur le siège de sa voiture. Épuisé par l'excitation. Logan observa les rétroviseurs, guettant le moindre signe de poursuite. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS d'Anne. Où es-tu? Rentre à la maison, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Puis un autre. Logan, s'il te plaît. Tu me fais peur. Et un autre. Si tu ne ramènes pas John, j'appelle la police. Logan éteignit son téléphone. Qu'elle appelle la police. Qu'elle explique pourquoi elle poursuivait son mari avec une seringue en pleine nuit. 38 minutes plus tard, un pick-up cabossé s'arrêta à la station-service. Zeke Monroe en descendit et Logan sentit une partie de la tension le quitter. Zeke avait exactement le même air qu'en Afghanistan. Barbe grise, visage buriné, des yeux qui ne laissaient rien passer. Seigneur, Logan, tu as une mine d'enfer. Va encore plus mal. Logan serra la main de son vieil ami. Merci d'être venu. Quelle est la situation? Logan lui donna la version abrégée. La liaison de Nan, le complot du meurtre, la seringue. Zeke écouta sans interruption, son expression s'assombrissant à chaque détail. Ta femme. Zeke secoua la tête. Zut, mon frère. C'est froid. J'ai besoin d'un endroit sur où emmener John le temps que je résolve ça. Mon appart est hors réseau. Pas d'antenne relais, pas d'internet, pas de voisins à des kilomètres. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Zeke, s'ils viennent te chercher, qu'ils viennent. Le sourire de Zeke était féroce. Je m'ennuie ces derniers temps. Il traverse en convoi la sombre campagne géorgienne, loin des lumières de Savannah, pour s'enfoncer dans les bois profonds. Le téléphone de Logan vibre à nouveau, constamment, avec des appels et des SMS d'Anne. Il les ignore. 82H. Ils empruntent un chemin de terre qui disparaît dans un mur de pin. La cabane de Zeke se trouve dans une clairière plongée dans une obscurité si totale qu'elle semble solide. Pas de lampadaire, pas de bruit de circulation, aucun signe de civilisation. Bienvenue au paradis, dit Zeke en se garant. Logan porte John dans la cabane et l'allonge sur le canapé, le recouvrant d'une couverture. Son fils ne se réveille pas. Les enfants sont résilients comme ça. Zeke se verse 2 verres de bourbon et entend un à Logan. Alors, quel est le plan? Logan fixe le liquide ambré. Je ne sais pas encore.
La priorité est d'assurer la sécurité de John. C'est réglé. Mais on ne peut pas se cacher éternellement. Je sais. Et on ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. Logan leva les yeux. Le regard de Zeke était dur comme du silex. Qu'est-ce que tu insinues? Je dis que parfois la loi ne suffit pas. Parfois, il faut se débrouiller seul. Logan pensa à Nan courant après son camion avec sa seringue. Au sourire arrogant d'Aaron Loren, à son fils de 5 ans dormant paisiblement sur le canapé, ignorant que sa mère avait essayé de le rendre orphelin. Ouais, dit Logan. Parfois, on y arrive, se réveilla Logan avant l'aube, son corps programmé par des années de service militaire pour se lever avec le soleil. Pendant un instant, il ne se souvint plus où il était. Puis tout lui revint brusquement, la fête, l'avertissement d'Everett, Nan avec la seringue. John dormait toujours sur le canapé, le visage apaisé dans la lumière grise du matin filtrant par les fenêtres de la cabine. Logan regarda la poitrine de son fils se soulever et s'abaisser, reconnaissant pour chaque respiration, chaque instant de sécurité. Le café est prêt. Logan se retourna et trouva Zeke debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, 2 tasses fumantes à la main. Son vieil ami semblait éveillé depuis des heures. Merci. Logan accepta le café et but une gorgée. C'était assez fort pour réveiller les morts. Tu as dormi un peu? Logan se frotta les yeux. Des cauchemars, surtout sur l'Afghanistan. Sur la nuit dernière. Zeke hocha la tête et s'installa dans un fauteuil en face de lui. La cabine était petite mais confortable, meublée de meubles artisanaux et décorée de souvenirs militaires. Des photos au mur montraient Zeke lors de divers déploiements, toujours avec cette même expression posée. Tu es prêt à parler de la suite? Demanda Zeke. Logan jeta un coup d'œil à John, immobile. Je dors. Pas encore. D'accord. Mais Logan, tu ne peux pas ignorer ça éternellement. Ils ont essayé de te tuer une fois. Ils essaieront encore. Je sais. Et la prochaine fois, tu ne recevras peut-être pas d'avertissement. Logan posa sa tasse de café et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, les bois s'étendaient dans toutes les directions, un labyrinthe verdoyant qui aurait pu cacher un homme pendant des années s'il savait comment survivre. Mais John méritait mieux qu'une vie de cavale. Raconte-moi tout ça, tout le monde. Zeke a dit que tu lui faisais confiance. Je ne sais pas. Il aurait pu être impliqué, me piéger d'une manière ou d'une autre. Mais tu ne penses pas? Non. Il semblait sincèrement dégoûté par toute cette histoire. Bien. Ça veut dire que tu as peut-être un allié. Le téléphone de Logan, posé sur la table de la cuisine, vibra, un autre appel de Nan. Il avait reçu 17 appels et 43 SMS depuis son départ. Les messages étaient passés des supplications à la colère, puis aux menaces. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mon fils. Que je porte plainte pour enlèvement. Aaron dit que tu ne peux pas te cacher. Pour toujours. La dernière fois, Logan se glaça le sang. Aaron s'immisçait déjà dans le récit, se positionnant comme le protecteur de John. Papa, la voix ensommeillée de John résonna du canapé. Où sommes-nous? Logan s'approcha et s'assit à côté de son fils. Tu te souviens de notre aventure en camping? C'est la maison de mon ami Zeke. John se redressa et regarda la cabane avec de grands yeux. On dirait un fort, presque. Logan lissa les cheveux de son fils. Tu as faim? Affamé? Zeke préparait le petit déjeuner pendant que Logan aidait John à faire la vaisselle dans la petite salle de bain. Ils mangèrent des crêpes et du bacon à la table de la cuisine. John bavardait avec enthousiasme au sujet de l'aventure. Il ne demanda pas de nouvelles de sa mère. Il ne semblait pas inquiet d'être loin de la maison. Les enfants vivaient l'instant présent d'une manière que les adultes envient. Après le petit déjeuner, Zeke fit visiter la propriété à John tandis que Logan s'assit sur le porche et essayait de réfléchir. L'air du matin était frais et pur, empli de chants d'oiseaux et du murmure du vent dans les aiguilles de pin. C'était paisible ici, trop paisible pour ce qui allait arriver. Et puis, on ne appelle la police, disait qu'à son retour. On dit la vérité. Logan leva les yeux. Comment ça? On rassemble des preuves. Des preuves réelles. Le genre qui met votre femme et son petit ami en prison pour longtemps. Ils seront prêts. Non, c'est malin. Elle est probablement déjà en train de brouiller les pistes. Peut-être.
Mais vous savez quoi? Les gens intelligents font des erreurs quand ils sont paniqués. Et en ce moment même, votre femme panique. Le téléphone de Logan a sonné à nouveau. Cette fois, ce n'était pas non. L'afficheur affichait un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Logan rit? Oui. Ici l'inspecteur Ray Morrison de la police de Savannah. Votre femme a signalé votre disparition, vous et votre fils. Elle est très inquiète. Logan resserra son emprise sur le téléphone. John et moi allons bien. J'en suis sûr, mais Madame Reed dit que vous avez un comportement erratique ces derniers temps. Elle s'inquiète de votre état mental. Il y a eu le coup monté dont Everett l'avait prévenu. Nan était déjà en train de monter là. Récit de Logan en mari et père instable. Inspecteur, avec tout le respect que je vous dois, ma femme ment. Je suis sûr que ce n'est qu'un malentendu. Pourquoi ne venez-vous pas pour qu'on puisse régler ça? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour l'instant. Un silence. Monsieur Ri, menacez-vous de vous faire du mal ou de faire du mal à votre fils? Quoi? Non, parce que Madame Ri a mentionné des déclarations inquiétantes que vous avez faites récemment, à propos de votre sentiment de désespoir, d'être pris au piège. Logan ferma les yeux. Nan était bon. Très bon. Inspecteur, j'ai besoin de temps pour réfléchir. John et moi sommes sains et saufs. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Monsieur Ri. Logan raccrocha et éteignit le téléphone. Un problème? Demanda Zek. Elle a déjà 2 longueurs d'avance. Elle a dit au policier que j'étais suicidaire. Tactique classique d'un agresseur. Faire passer la victime pour une folle tout en jouant le conjoint inquiet. Alors, que faire? Le sourire de Zek était sombre. On a joué les sales tours. Cet après-midi-là, pendant que John faisait la sieste, Logan et Zek retournèrent en voiture vers Savannah, non pas vers la ville elle-même, mais vers la périphérie d'où ils pouvaient observer de loin. Reconnaissance, expliqua Zek en se garant sur une colline surplombant le quartier de Logan. Identifiez votre ennemi avant d'engager le combat. À l'aide de jumelles, Logan surveillait sa propre maison. La voiture de Nan était garée dans l'allée, ainsi qu'une BMW argentée qu'il ne reconnaissait pas. La voiture d'Aaron roulait vite. Zek observa. Ouais. Envie de se rapprocher? Logan hocha la tête. Ils traversèrent le lotissement, restant à 2 rues de sa maison. De cet angle, ils pouvaient voir le jardin. Aaron utilisait le barbecue de Logan, cuisinant des steaks comme s'il était chez lui. Le fils de Logan marmonna. Doucement. On ne fait qu'observer. Ils se garèrent au bout de la rue et attendirent. 1 heure plus tard, une voiture de police s'arrêta devant la maison. L'inspecteur Morrison, probablement en train de suivre le signalement de la personne disparue. Logan regarda l'inspecteur parler à Nan sur le porche. Elle était animée, désignant la rue d'un geste, jouant parfaitement l'épouse inquiète. Aaron les rejoignit. Ils passèrent un bras protecteur autour des épaules de Nan. L'image d'un ami bienveillant réconfortant une femme en détresse. Regardez-le, dit Logan, agissant comme un veuf en deuil avant même que je sois mort. On verra bien. Après le départ de la police, Logan et Zek retournèrent à la cabane. John était réveillé, jouant avec des soldats de plomb que Zek avait trouvés dans un placard. Papa, quand est-ce qu'on rentre à la maison? Demanda John. Logan s'agenouilla près de son fils. Comment expliquer à un enfant de 5 ans que la maison n'est plus sûre? On va rester ici un moment, mon pote. Ça te va? On peut construire un fort dans les bois? Absolument. Super. Ce soir-là, après que John se soit endormi, Logan appela Everchase. J'ai une question à te poser, dit Logan quand Everett répondit. Zut. Que sais-tu de leur plan? Les détails? Plus que je ne le voudrais. Rel a traité ça comme des ragots, il m'a tout raconté. J'ai besoin de tout savoir. Everett resta silencieux un instant. On se retrouve demain. Il y a un restaurant sur la Highway 17, à environ 30 km au sud de la ville. Chez Mel. Tu connais. Je vais le trouver. Midi vient seul. Le lendemain, Logan se rendit au restaurant tandis que Zek était chez John. Chez Mel, c'était le genre d'établissement de bord de route qui avait connu des décennies plus belles. Des vinyles craquelés, un jukebox qui n'avait probablement pas fonctionné depuis l'administration Clinton.
Du café à décaper la peinture. Everett attendait dans un box d'angle, sirotant une tasse de café, l'air mal à l'aise. Tu as une mine d'enfer, dit-il quand Logan s'assit. Tu vas plus mal. Parle-moi. Everett jeta un coup d'œil circulaire au restaurant presque vide, puis se pencha. Il préparait ça depuis 6 mois. Ta femme et Aaron se sont rencontrés lors d'un séminaire immobilier. Au départ, c'était une liaison, mais ils sont devenus ambitieux. Ambitieux, comme ton assurance vie à 250 000 $, non? Logan hocha la tête. Nan a souscrit une nouvelle police d'assurance il y a 2 mois. J'ai doublé l'indemnité. Je n'ai jamais signé. Elle a imité ta signature. Aaron a des relations à la compagnie d'assurance. Ils ont fait en sorte que ça passe sans l'examen médical habituel. Logan serra les poings. Quoi d'autre? Ils ont monté un dossier contre toi, disant que tu étais déprimé, que tu buvais trop, que tu proférais des menaces. Nan a même caché des trucs chez toi. Quel genre de trucs? Un journal écrit de ta main, où tu écrivais à quel point tu te sentais désespéré, que tu n'en pouvais plus. Je ne tiens pas de journal. Ils le savent, mais les flics non. Logan fixait le parking par la fenêtre du restaurant. Une arnaque à l'assurance vie. Voilà à quoi son mariage s'était réduit. Il y a plus, dit Everett. Bien sûr que si. Aaron a un passé. À Charleston, avant de déménager à Savannah, il a été accusé de harcèlement envers 2 femmes à son travail. 2 jeunes stagiaires. L'entreprise a conclu un accord sans broncher, mais il a été licencié. Tu as des preuves. Mon ex-femme travaille au RH là-bas. Elle se souvient de l'affaire. Aaron est un prédateur, Logan. Ta femme n'est que sa dernière victime. Sauf qu'elle ne le sait pas encore. Ou peut-être qu'elle le sait et qu'elle s'en fiche. Everett haussa les épaules. Quoi qu'il en soit, ton petit garçon est en danger. Tu le sais, n'est-ce pas? Le sang de Logan se glaça. Que veux-tu dire? Réfléchis. Aaron obtient ta femme, ton argent et la garde de ton fils. Une petite famille parfaite, sauf ce qui arrive quand John grandit et commence à poser des questions sur son vrai père. L'insinuation flottait dans l'air comme un gaz toxique. J'ai besoin de preuves, dit Logan. Des preuves concrètes, pas seulement ta parole contre la leur. Quel genre de preuves? Les relevés financiers, les papiers d'assurance, les communications entre eux, tout ce qui prouve la préméditation. Everett hocha lentement la tête. Je pourrais peut-être t'aider. Michelle est bavarde et sa sécurité encore plus. Elle montre tout sur son téléphone à tout le monde. Tu peux y avoir accès? Peut-être, mais qu'est-ce que tu comptes en faire? Logan le regarda dans les yeux. Tout ce qu'il faut pour protéger mon fils. 2 jours plus tard, Everett a appelé pour donner des nouvelles. J'ai des nouvelles. Tu peux me voir ce soir? Ils ont convenu d'un rendez-vous différent cette fois. Une rampe de mise à l'eau sur la rivière Savannah. Logan est arrivé le premier et a attendu dans son camion, regardant l'eau sombre couler. À 21h, les phares d'Everett sont apparus. Je me sens comme un foutu espion, a dit Everett en montant dans le camion de Logan. Que as-tu trouvé? Everett a sorti un dossier en papier craft. Des SMS entre ta femme et Aaron. Des captures d'écran du téléphone de Michelle. Elle pense que tout ça est romantique. Logan a ouvert le dossier et s'est immédiatement senti mal. Les messages étaient explicites, détaillés et accablants. Non, une fois qu'il sera mort, on aura l'argent et les heures pour les enfants. Aaron a hâte de fonder une vraie famille. John finira par oublier Logan. Non, l'assureur, dit que ça prendra 30 jours pour traiter le dossier. Il faut être patient. Aaron, j'en ai assez d'attendre. Faisons-le ce soir. Non, pas encore. Il faut d'abord établir l'aspect dépressif. S'assurer que les flics soient au courant de l'histoire du suicide. La main de Logan tremblait en lisant. Ces gens parlaient de son meurtre comme s'il préparait des vacances. Il y a plus, dit Everett. Relevé bancaire. Votre femme a transféré de l'argent, ouvert des comptes auxquels Aaron peut accéder. Combien? 60 000 jusqu'à présent. Vous avez vidé vos économies communes. Logan a fermé le dossier. Elle planifie ça depuis des mois. Ça empire. Regardez ça.
Everett lui tendit un autre papier. C'était un document de garde déjà rempli désignant Aaron Loren comme tuteur légal de John en cas de décès de Logan. Comment est-ce légal? Ça ne l'est pas. Mais dans le chaos qui a suivi votre suicide, cela pourrait suffire à obtenir la garde temporaire. Le temps que quelqu'un découvre que c'est frauduleux, il serait parti depuis longtemps. Logan fixa le document. Sa femme avait planifié chaque détail de sa destruction. Où vont-ils aller? Aaron a de la famille en Floride. Le plan était de déménager là-bas. Un nouveau départ. De nouveaux noms, une nouvelle vie avec mon fils. Avec ton fils. Logan rendit les papiers à Everett. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Nomme-le. J'ai besoin que tu confrontes elle. Fais-lui tout avouer sur bande. C'est dangereux. Si elle le dit à Nan, elle le dira à Nan. C'est le but. Everett observa le visage de Logan. Qu'est-ce que tu prépares? Quelque chose qui les fera montrer leur vrai visage. Le lendemain soir, pendant que John jouait aux jeux vidéo dans la cabane de Zeke, Logan se rendit en voiture à sa maison abandonnée. Toutes les lumières étaient éteintes. Aucune voiture dans l'allée. Nan et Aaron étaient probablement quelque part, jouant la veuve endeuillée et l'ami inquiet. Logan utilisa sa clé pour entrer par la porte de derrière. La maison lui semblait étrangère maintenant, comme un décor pour la vie de quelqu'un d'autre. Les vêtements d'Aaron étaient dans le placard de la chambre principale. Sa brosse à dents était dans la salle de bain. Ce salaud avait complètement emménagé. Logan fouilla systématiquement, à la recherche de preuves de leur plan. Dans le coffret à bijoux d'Aen, dissimulé derrière un faux fond, il trouva une clé USB. En la branchant sur son ordinateur portable, il découvrit des centaines de fichiers. Documents d'assurance, signatures falsifiées, virements bancaires, et même des photos de la seringue. Il documentait tout. Logan copia les fichiers sur sa propre clé, puis remit l'original à sa place. Qu'il croit que leur secret était en sécurité. Point. Dans la cuisine. Il trouva quelque chose qui le fit bouillir de rage. Un journal à moitié brûlé dans l'évier. Les pages noircies mais encore lisibles. Son écriture décrivait sa dépression, ses pensées suicidaires, son projet de tout arrêter. Sauf qu'il n'en avait jamais écrit un mot. Logan photographia chaque page, puis laissa le journal là où il l'avait trouvé. Preuve de falsification. Il s'apprêtait à partir. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. « Je sais que vous êtes dans la maison. Sortez. Il faut qu'on parle. » La main d'Aligan se porta sur le couteau à sa ceinture. Aaron était là, attendant. Il éteignit toutes les lumières et se dirigea vers la fenêtre. La BMW d'Aaron était garée de l'autre côté de la rue. Moteur tournant. Logan distinguait sa silhouette au volant. Le téléphone de Logan vibra de nouveau. Ne m'obligez pas à entrer. Logan sourit d'un air sombre. Laissez-le venir. Logan avait survécu à des échanges de tirs en Afghanistan. Il pouvait gérer un agent immobilier lâche, mais sous ses yeux, Aaron démarra et s'éloigna. Il avait probablement peur d'affronter Logan seul. Bien. La peur était un outil que Logan savait utiliser. Le lendemain matin, Ever appela avec l'enregistrement. « Je l'ai, dit-il. Rel a tout avoué. Le plan de votre femme, le meurtre, l'argent, tout. Comment a-t-elle pris quand vous lui avez dit que vous enregistriez? Elle ne l'a pas bien pris. Elle s'est mise à pleurer, me suppliant de ne rien dire à personne. Mais c'est trop tard maintenant. Envoyez-moi le fichier. Je l'ai déjà fait. Logan, sois prudent. Michel a appelé Nan juste après mon départ. Ils savent que quelqu'un les suit. Bien. Laissez-les transpirer. Mais en raccrochant, Logan réalisa que la donne avait changé. Avant d'être traqué, il était désormais le chasseur. Et les prédateurs étaient toujours plus dangereux lorsqu'ils étaient acculés. Logan passa la matinée au chalet de Zeke à trier les preuves, photos du faux journal, copies des documents d'assurance, relevés bancaires attestant de l'argent volé, SMS complotant son meurtre et enregistrement des aveux de Rel par Everett. Ensemble, ils dressaient un tableau clair d'une conspiration et d'une tentative de meurtre. Mais les preuves n'étaient utiles que si quelqu'un était prêt à les écouter. « Tu penses appeler la police ?» demanda Zeke en regardant l'écran de l'ordinateur par-dessus l'épaule de Logan. « Enfin, mais d'abord, je veux comprendre à qui nous avons vraiment affaire. »
Autrement dit, Aaron Loren Everett a dit qu'il avait eu des problèmes à Charleston. Je veux savoir exactement de quel problème il s'agissait. Zeke hocha la tête. Un road trip? Non. Trop risqué d'emmener John aussi loin, mais je n'ai peut-être pas besoin d'y aller moi-même. Logan sortit son téléphone et parcourut ses contacts. Marla concéda, il avait fait des travaux de restauration pour elle l'année dernière. Elle rénovait des meubles anciens pour son bureau du centre-ville. C'était une femme perspicace, avec des relations dans le monde des affaires. Mara, c'est Logan rit. Logan, comment allez-vous? Comment va votre belle famille? La question l'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. En fait, c'est pour ça que j'appelle. J'ai besoin d'un service. Bien sûr. Que puis-je faire? J'ai besoin d'informations sur quelqu'un. Aaron Loren. Il travaillait à Charleston dans l'immobilier. Aaron Loren. Ce nom me dit quelque chose. Pourquoi demandez-vous cela? Logan a pesé ses mots. Il a espionné ma femme. Je veux juste savoir à quel genre d'homme j'ai affaire. Donnez-moi quelques heures. Je passerai quelques appels. 3 heures plus tard, Mara a rappelé. Logan, vous devez vous tenir loin de cet homme. Qu'avez-vous découvert? Il a été licencié de Coastal Property il y a 2 ans. Accusation de harcèlement sexuel de la part de 2 jeunes femmes. L'entreprise a conclu un accord à l'amiable, mais les témoignages de ces femmes étaient troublants. Tellement troublants. Menace de harcèlement, avance non désirée. L'un d'eux raconta qu'il s'était présenté à son appartement un soir, prétextant simplement vouloir parler. Elle avait dû obtenir une ordonnance restrictive. Logan resserra son emprise sur le téléphone. Autre chose? Des rumeurs sur ses finances. Dette de jeu mauvais placement. On dit qu'il est désespérément à court d'argent depuis des mois. Assez désespéré pour faire une bêtise. Assez désespéré pour faire quelque chose de dangereux. Logan, si cet homme est en couple avec ta femme, il ne le sera plus très longtemps. Cet après-midi-là, Logan laissa John avec Zeke et se rendit à Charleston. Le trajet dura 3 heures, ce qui lui laissa le temps de réfléchir à ce qu'il allait dire à l'ancien employeur d'Aaron. Coastal Property occupait un immeuble de bureaux en verre dans le quartier historique de Charleston. Logan se gara de l'autre côté de la rue et observa le bâtiment pendant 1 heure. Ayant appris les habitudes, les allées et venues, l'emplacement des caméras de sécurité, comment s'approcher sans se faire remarquer à 17 heures, il regarda les employés partir. Une femme, la quarantaine, aux cheveux gris courts, correspondait à la description que Mara lui avait donnée de Karen Walsh, la directrice des ressources humaines qui avait traité le cas d'Aaron. Logan la suivit jusqu'à un café à 3 pâtés de maison de là et s'approcha de sa table. Mademoiselle Walsh, je suis Logan Rie. Je suis ici pour Aaron Loren. Le visage de la femme pâlit. Je ne peux pas parler d'anciens employés. Je ne demande rien de confidentiel. Juste une confirmation de ce que je sais déjà. Je ne peux pas vous aider. Logan s'assit en face d'elle. Mon fils de 5 ans est en danger à cause de cet homme. S'il vous plaît. Karen Walsh observa son visage un long moment. Tu as dit, tu le sais déjà. Que sais-tu? Je sais qu'il a été renvoyé pour harcèlement de jeunes femmes. Je sais qu'il a désespérément besoin d'argent, et je sais qu'il prévoit de me tuer pour voler ma famille. Les mots restèrent suspendus entre eux. La tasse de café de Karen tremblait dans ses mains. Meurtre. Logan sortit son téléphone et lui montra quelques SMS. Karen les lut, son visage pâlissant à chaque ligne. Oh mon Dieu, mademoiselle Walsh, j'ai besoin que vous me disiez tout. Ni pour des raisons juridiques, ni pour des poursuites judiciaires, juste pour protéger mon fils. Karen regarda autour d'elle dans un café, puis se pencha en avant. Aaron Loren est un sociopathe. Je travaille dans les RH depuis 20 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. Dites-moi, le harcèlement n'était que le début. Nous avons trouvé des preuves qu'il volait des clients, falsifiait des documents, manipulait des ventes immobilières. Il volait des commissions à d'autres agents, falsifiait des rapports d'inspection. Pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi? L'entreprise voulait que ça reste secret. Mauvais pour les affaires. Ils ont payé les victimes et ont tout fait disparaître. Et les dettes de jeu? Ils devaient de l'argent à des gens très dangereux. Le genre de personnes qui se cassent les jambes quand on ne les paie pas. Logan assimila cette information. Aaron n'était pas seulement un meurtrier et un voleur.
Il était désespéré et subissait la pression de requins solitaires. Cela le rendait encore plus dangereux. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Karen hésita. Il y avait une rumeur, jamais confirmée, concernant son précédent emploi à Atlanta. Quel genre de rumeur? Une femme est morte. L'ex-petite amie d'Aaron. Ils ont parlé de suicide, mais certains ont pensé qu'elle n'avait pas terminé sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Logan a remercié Karen et est retourné à Savannah avec une image plus claire de son ennemi. Aaron Loren n'était pas seulement un escroc en quête d'argent facile. C'était un prédateur avec un passé violent, acculé par les dettes et le désespoir, ce qui signifiait que la famille de Logan était plus en danger qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, Logan était prêt à passer à l'offensive. Il a rédigé une lettre, l'a imprimée sur du papier blanc et l'a postée depuis un bureau de poste du centre-ville de Savannah. Aaron Hennan. Tout ce que vous avez planifié, je le possède maintenant. Je connais vos manigances. J'ai vos dossiers, vos messages, vos aveux. Je suis au courant pour Charleston, pour Atlanta, pour la fraude à l'assurance et le complot de meurtre. Je suis au courant du journal que vous avez falsifié, de l'argent que vous avez volé, des documents de garde à vue que vous avez déposés illégalement. Je suis au courant pour la seringue, le suicide mis en scène, tu prévoyais une nouvelle vie en Floride, mais surtout, je sais pour mon fils, et je ne te le laisserai jamais. Fais gaffe, Logan. Logan ne l'a pas signé, n'a pas laissé d'empreinte digitale, n'a fourni aucun moyen de remonter jusqu'à lui, mais il savait qu'il saurait qu'il avait envoyé 2 jours plus tard. La lettre a fait mouche. Logan observait la maison avec des jumelles lorsque la BMW d'Aaron est arrivée dans l'allée en crissant. Aaron a sauté de la voiture en agitant un morceau de papier. Même de loin, Logan pouvait lire la panique sur son visage. Par la fenêtre, Logan a regardé Aaron montrer la lettre à Nan. Elle l'a lu 2 fois, le visage blême. Puis ils se sont mis à crier, à gesticuler sauvagement, se disputant visiblement sur la suite des événements. Aaron a sorti son téléphone et a appelé, probablement Rel ou peut-être ses contacts en Floride. Logan n'a pas entendu la conversation, mais il a vu Aaron faire les 100 pas comme un animal en cage. Bien. La panique a fait des gens négligents. Cet après-midi-là, Logan rencontra Tucker Jalland, un avocat spécialisé dans les affaires de garde d'enfants. Logan l'avait soigneusement choisi. Pas le plus grand nom de la ville, mais intelligent et discret. Monsieur Ri, je dois vous demander, envisagez-vous de porter plainte contre votre femme? Logan étala les preuves sur le bureau de Tucker. Je compte protéger mon fils. Tucker examina les documents. Son expression devenait plus sérieuse à chaque page. C'est très vaste. Complot en vue de commettre un meurtre, fraude à l'assurance, faux. Votre femme pourrait aller en prison pendant des décennies. Bien. Et vous êtes certain que ces preuves sont authentiques? Absolument certain. Tucker se renversa dans son fauteuil. Que voulez-vous que je fasse exactement? Préparer un dossier de garde. Garde d'urgence fondée sur un danger imminent pour l'enfant. Je veux que la tutelle légale me soit transférée immédiatement sur la base de ces preuves. Cela ne devrait pas être difficile. Mais monsieur Ri, sachez que déposer une demande de garde d'urgence alertera votre femme de vos intentions. Elle pourrait essayer de disparaître avec John. Elle peut essayer. Il y a autre chose. Si votre femme porte plainte au pénal, si vous portez d'abord des accusations contre vous, pour enlèvement ou menace, cela pourrait compliquer les choses. Logan hocha la tête. Je suis prêt. Mais en quittant le bureau de Tucker, Logan réalisa que les recours juridiques prendraient du temps. Les tribunaux avançaient lentement. Les enquêtes prenaient des mois, et Aaron et Aen risquaient de ne pas attendre que la justice les rattrape. Ils pourraient tenter de fuir, ou d'éliminer les preuves. Quoi qu'il en soit, Logan devait être prêt. Ce soir-là, Logan jouait avec John dans la cabane de Zek lorsque son téléphone a sonné. Toujours une course-poursuite. Logan, on a un problème. Quel genre de problème? Michel a disparu. Son voisin l'a vu partir ce matin avec 2 valises. Je ne l'ai pas revu depuis. Le sang de Logan se glaça. Ils l'ont eu. On dirait bien. Soit ils l'ont acheté, soit ils l'ont effrayé. Et l'enregistrement? Je l'ai toujours, mais sans Rel pour le vérifier. C'est ma parole contre la leur. Logan raccrocha et regarda par la fenêtre de la cabane les bois sombres. Aaron et Aen faisaient le ménage, éliminaient les choses.
Les témoins se préparaient à leur prochain coup, ce qui signifiait qu'ils s'apprêtaient à fuir ou à se battre. Le lendemain matin, la situation s'éclaircit grâce à un appel téléphonique de l'inspecteur Morrison. « Monsieur Ri, je dois vous interroger sur les accusations portées hier par votre femme. Menaces, harcèlement, enlèvement. Elle dit que vous lui avez envoyé des menaces de mort. Voilà. » La lettre les avait suffisamment effrayés pour les forcer à agir. « Inspecteur, ma femme ment. Peut-être, mais j'ai quand même besoin de vous parler. Pouvez-vous venir contre votre gré ou dois-je émettre un mandat ?» Logan regarda John, qui mangeait des céréales à la table de la cuisine, parfaitement inconscient que son monde s'écroulait. « Je serai là cet après-midi. » « Bien. Et Monsieur Ri, faites venir un avocat. » Logan appela Tucker Jalland, qui accepta de le retrouver au commissariat. Mais d'abord, Logan avait une dernière affaire à régler. Dot. Il se rendit au magasin d'électronique où Nan avait acheté la clé USB cachée dans sa boîte à bijoux. La même clé USB. Qui contenait toutes les preuves du complot. « J'ai besoin d'un service, » dit Logan au jeune employé. « Je dois remplacer le contenu de cette clé par autre chose, mais il faut qu'elle soit exactement pareille. » L'employé, à peine sorti du lycée, eut l'air suspicieux. « Ça a l'air illégal, mec. » Logan sortit 2 cents $ en liquide. « C'est pour protéger mon fils de sa mère. » L'argent a parlé. 20 minutes plus tard, Logan ressortit avec une clé USB, son contenu désormais remplacé par des photos de vacances et des vidéos de famille, des fichiers innocents qui ne prouveraient rien. Il retourna chez lui et utilisa sa clé pour entrer une dernière fois. La voiture de Nan n'était pas dans l'allée. Elle était probablement au commissariat en train de déposer ses fausses plaintes. Logan remit la clé USB dans sa cachette et laissa tout le reste exactement comme il l'avait trouvé. Lorsque la police perquisitionnerait la maison, elle trouverait les preuves que Nan pensait pouvoir le condamner. Mais elle trouverait aussi autre chose. Dot. Le téléphone de Logan, qu'il avait laissé enregistrer dans sa poche pendant sa visite, avait enregistré ses entrées et sorties de la maison. Un horodatage prouvait sa présence. Et lorsqu'ils ont examiné la clé USB et découvert d'innocentes photos de famille au lieu de plans de meurtre, cela a soulevé des questions sur l'identité de l'auteur de ce T3PM. Logan est entré au commissariat de Savannah, Tucker Jalland à ses côtés. L'inspecteur Morrison attendait dans une salle d'interrogatoire avec un autre inspecteur que Logan ne reconnaissait pas. « Monsieur Ri, merci d'être entré. Je suis l'inspecteur Morrison. Voici l'inspecteur Sarachin. Nous devons vous interroger sur de graves allégations. Mon client est ici de son plein gré. » Tucker a déclaré qu'il était impatient de dissiper tout malentendu. « Monsieur Ri, votre femme dit que vous lui avez envoyé des lettres de menaces, la harcelant ainsi que son ami Aaron Loren. Elle nous a fourni des preuves. » Morrison a glissé un sac en plastique contenant des preuves sur la table. À l'intérieur se trouvait la lettre que Logan avait envoyée. « L'avez-vous déjà vue ?» Logan a examiné la lettre à travers le plastique. « Oui. » « L'avez-vous écrite ?»« Oui. » Tucker lui lança un regard noir, mais Logan continua. « Je l'ai écrit après avoir découvert que ma femme et Aaron Loren projetaient de m'assassiner. » L'inspecteur Chin se pencha en avant. « C'est une accusation grave, monsieur Ri. »« C'est un crime grave, inspecteur. » Logan fit un signe de tête à Tucker, qui ouvrit sa mallette et étala des documents sur la table. Relevés bancaires, documents d'assurance, faux documents, SMS, tout ce que Logan avait collecté la semaine précédente. Ceci constitue la preuve d'un complot en vue de commettre un meurtre, une fraude à l'assurance et un enlèvement. Tucker dit, « Mon client a écrit cette lettre en état de légitime défense après avoir appris le complot contre sa vie. » Les inspecteurs examinèrent les documents en silence. L'expression de Morrison devenait plus sérieuse à chaque page. « Ces SMS, comment les avez-vous obtenus ?»« Un citoyen concerné les a fournis, » dit Logan. Quelqu'un qui était horrifié par ce qu'il avait appris. « Nous devrons vérifier tout cela. » Bien sûr, nous avons également préparé une plainte officielle contre Madame Ri et Monsieur Loren pour complot en vue de commettre un meurtre. Inspecteur Chin leva les yeux des SMS. « Monsieur Ri, où vivez-vous actuellement ?»« Un endroit sûr avec mon fils. » « Votre femme dit que vous avez kidnappé l'enfant. »« Je l'ai protégé de ceux qui projetaient d'assassiner son père. » Morrison et Chin échangèrent un regard. Logan voyait les choses tourner. Ces preuves étaient solides, détaillées et convaincantes,
Ménan les avait d'abord contactés avec sa version des faits. Nous allons devoir enquêter sur tout cela, dit finalement Morrison. En attendant, Monsieur Ri, je vous conseille de ne contacter ni votre femme ni Monsieur Loren directement. Compris. Et nous devrons parler à votre fils pour nous assurer qu'il est en sécurité. Logan serra les dents. Mon fils est en parfaite sécurité. J'en suis sûr, mais nous devons le vérifier. Tucker intervint. Inspecteur, mon client est disposé à coopérer pleinement, mais tout entretien avec l'enfant devra se dérouler en présence des deux parents dans un lieu neutre. Nous pouvons organiser cela. En quittant le commissariat, Tucker resta silencieux jusqu'au parking. Ça s'est mieux passé que prévu, dit-il finalement. Tu crois? Ils prennent tes preuves au sérieux. Mais Logan, sache que c'est loin d'être fini. Même s'ils arrêtent ta femme, elle va se défendre. Laisse-la se battre. Et Aaron Loren court. Toujours. S'il se sent acculé, je sais, mais en retournant au chalet de Zek, Logan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines. De l'espoir. La vérité éclatait. Les preuves étaient entre les mains des forces de l'ordre. Bientôt, très bientôt, Nan et Aaron seraient traduits en justice. Ce que Logan ignorait, c'est qu'Aaron avait déjà décidé que la justice était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Cette nuit-là, tandis que Logan bordait John dans un lit du chalet, Aaron Loren était assis dans sa BMW devant le commissariat, regardant les inspecteurs sortir les cartons de preuves de la maison de Nan. Son téléphone sonna. Aaron, ils ont tout. La voix de Nan était paniquée. Relevé bancaire, papier d'assurance, tout. Combien ont-ils? Je ne sais pas. Ils refusent de me le dire. Mais Logan, il savait pour Charleston. Il savait pour Atlanta. Le sang d'Aaron se glaça. Si la police commençait à fouiller dans son passé, elle découvrirait des choses bien plus importantes qu'une simple fraude à l'assurance. Il faut qu'on s'enfuit, dit Nan. Ce soir, avant qu'ils nous arrêtent. Non, s'enfuir nous donne l'air coupable. Nous sommes coupables. Aaron ferma les yeux. 2 ans de planification, des mois de préparation, et tout s'écroulait parce que Logan Ri était plus intelligent qu'on ne le pensait. Il y a un autre moyen, dit Aaron. Lequel? On élimine le témoin. Logan, la police le surveille maintenant. Pas Logan, son fils. La ligne se tue. Aaron, non. Je ne ferai pas de mal à John. Tu n'auras pas à le faire. Je le ferai. C'est mon fils. C'est une preuve, non. Tant que ce gamin est en vie, il peut témoigner contre nous. Mais s'il lui arrive quelque chose, eh bien, le chagrin fait faire des folies. Logan pourrait être si désemparé qu'il se suiciderait. Tu es fou. Je suis pragmatique. Réfléchis non. Logan est mort, le gamin est mort, et on disparaît avec l'argent de l'assurance. On repart à zéro. Nan pleurait. Je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Alors tu iras en prison pour le restant de tes jours. Aaron raccrocha et démarra sa voiture. Nan était faible, affaibli par son instinct maternel. Mais Aaron n'avait pas cette faiblesse. Il avait déjà tué à Atlanta et avait fait passer ça pour un suicide. Il pouvait recommencer. Il avait juste besoin de trouver où Logan se cachait. Aaron conduisit toute la nuit, vérifiant hôtel, motel, camping, partout où Logan aurait pu emmener son fils. À l'aube, épuisé et frustré, il se gara devant une station-service et appela son contact en Floride. « J'ai besoin d'aide », dit Aaron lorsque l'homme répondit. « Quel genre d'aide ?»« Celle qui fait disparaître les problèmes. »« Quelle ampleur ?» Un homme et son fils de 5 ans. Un silence. « Ça va coûter plus cher. »« Combien ?» 50 000 $ d'avance. Aaron a regardé son solde bancaire sur son téléphone. 23 000 $. Tout ce qui lui restait au monde. Je vais chercher l'argent. Tu as intérêt, parce qu'après ce matin, tu es grillé. La police te pose des questions. Mais j'en aime pas qu'on fasse attention. La ligne a été coupée. Aaron était assis dans sa voiture à regarder le lever du soleil peindre le ciel de Géorgie en rouge sang. Il n'avait plus de temps, plus d'argent et plus d'options, ce qui signifiait qu'il allait devoir gérer ça lui-même. Mais d'abord, il devait trouver Logan Ri et le ramener au chalet.
Logan préparait le petit déjeuner quand son téléphone a sonné. Inspecteur Morrison. Monsieur Ri, il faut qu'on parle. Pouvez-vous venir ce matin? De quoi s'agit-il? Nous avons arrêté Madame Ri et Monsieur Loren. Tous deux sont en garde à vue. Logan ressentit un soulagement si intense qu'il en eut le vertige. Pour quel chef d'accusation? Conspiration en vue de commettre un meurtre, fraude à l'assurance, faux et usage de faux, vol. La liste est longue. Merci, inspecteur. Ne me remerciez pas encore. Nous avons besoin que votre fils vienne pour un interrogatoire, juste pour confirmer sa sécurité et recueillir sa déclaration sur ce dont il a été témoin. Logan regarda John, qui jouait avec ses dinosaures en peluche sur la table de la cuisine. Quand? Cet après-midi, 14 heures. Nous serons là. Logan raccrocha et appela Zek, qui coupait du bois dehors. C'est fini, dit Logan lorsque son ami répondit. Ils sont tous les deux en garde à vue. Bon sang, comment vous sentez-vous? Je peux respirer à nouveau. Mais alors que Logan s'apprêtait à aller en ville avec John, il ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. C'était trop facile. Nan et Aaron étaient des planificateurs intelligents et méticuleux. Ils n'auraient pas été pris au dépourvu, sauf erreur de leur part. Le téléphone de Logan vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Ils ne sont pas tous les deux en garde à vue. Surveillez vos arrières, Everett, pour l'avertir que quelque chose n'allait pas, Logan rappela l'inspecteur Morrison. Inspecteur, vous avez dit avoir arrêté Nan et Aaron. C'est exact. Où avez-vous trouvé Aaron? Chez Madame Reese. Quoi? J'ai besoin de savoir quand exactement il a été arrêté. Il y a environ 1 heure. Monsieur Ri, y a-t-il un problème? Logan était terrifié. Il y a 1 heure. Ce qui signifiait qu'Aaron avait été libre toute la nuit et avait largement le temps de préparer un plan désespéré. Inspecteur, je crois qu'on a un problème. Logan expliquait ses inquiétudes lorsqu'il entendit le bruit d'un moteur de voiture remontant le chemin de terre en direction de la cabane de Zek. Par la fenêtre, il vit une BMW argentée s'approcher à toute vitesse. Zik, cria Logan, allez chercher John et descendez. Mais c'était trop tard. La voiture d'Aaron jaillit de la lisière des arbres, moteur rugissant, fonçant droit sur la cabane. Logan eut 1 seconde pour réagir. Il attrapa John et Dove derrière le comptoir de la cuisine au moment même où la BMW d'Aaron fracassa la façade de la cabane, faisant voler des éclats de verre en éclats, et le monde sombra dans le chaos. À travers le bourdonnement de ses oreilles, Logan entendit John pleurer. Son fils était vivant, Dieu merci. Mais Aaron sortait de la voiture accidentée, du sang coulant d'une coupure au front, un pistolet à la main. Logan. La voix d'Aaron était rauque, désespérée. C'est fini. Sors et fais-moi face. Logan plaqua John contre le sol derrière le comptoir. Reste couché, mon pote. Ne bouge pas, quoi qu'il arrive. Papa, j'ai peur. Je sais, mais tout ira bien. Logan avait son couteau, mais Aaron avait un pistolet. Peu de chance. Mais il entendit quelque chose qui changea tout. Le bruit d'un fusil qu'on pompait. Dot. La voix de Zek, calme et mortelle. Fiston, tu as choisi la mauvaise cabine pour t'écraser. Recule. Aaron hurla. C'est entre moi et Logan. Non, dit Zek. C'est entre toi et moi maintenant. Le premier coup de feu était celui d'Aaron. Le deuxième était celui du fusil de Zek. Puis le silence. Logan attendit 10 secondes avant de lever les yeux. Aaron était au sol, immobile. Zek se tenait sur le seuil, un pistolet fumant à la main. Ça va, mon frère? Logan se leva lentement. Oui, John, je vais bien, papa. Logan prit son fils dans ses bras et le serra fort. C'était fini. Vraiment fini cette fois. 20 minutes plus tard. Le chalet grouillait de voitures de police, d'ambulances et d'enquêteurs. Aaron Loren était mort, tué en tentant d'assassiner un témoin fédéral. Nan était en garde à vue, accusé de complot en vue de commettre un meurtre. L'inspecteur Morrison trouva Logan assis sur le porche de Zek, tenant toujours John. Monsieur Ri, je vous dois des excuses. Nous pensions avoir les 2 suspects en garde à vue. Comment Aaron s'est-il enfui? Il n'a jamais été arrêté. Quand nous sommes allés le chercher,
nous avons trouvé Madame Ri seule à la maison. Elle nous a dit qu'Aaron avait quitté la ville, était retourné en Floride. Nous avons lancé un avis de recherche, mais il était dehors, préparant une dernière tentative. On dirait. Vous et votre fils allez bien? Logan baissa les yeux vers John, qui s'était endormi dans ses bras. On va bien. Plus que bien. On aura besoin de vos déclarations à tous les deux, mais ça peut attendre demain. Inspecteur, qu'advient-il de ma femme maintenant? L'expression de Morrison était sombre. Elle risque 25 ans de prison, voire la prison à perpétuité. Peut-être plus si l'on tient compte des accusations de complot. Logan hocha la tête. Il n'éprouvait aucune satisfaction pour le sort de Nan, seulement du soulagement que ce soit terminé. Ce soir-là, alors que les textos de la scène de crime finissaient leur travail et que la dernière voiture de police s'éloignait, Logan s'assit sur la véranda endommagée de Zek et regarda le soleil se coucher à travers les pins de Géorgie. « Et maintenant » demanda Zek. « Maintenant, on rentre à la maison. On recommence. Tu crois que John ira bien ?» Logan regarda son fils, qui jouait avec ses dinosaures en plastique comme si de rien n'était. Les enfants étaient résilients. Ils se sont adaptés, ont guéri, ont avancé. Il ira bien. Nous deux. Mais Logan savait que les cicatrices resteraient. La conscience que la personne qui était censée l'aimer le plus avait tenté de le détruire. La prise de conscience que le mal pouvait revêtir un visage familier. Dormir dans ton lit. Partager tes rêves. Pourtant, il avait survécu. Ils avaient tous deux survécu. Et parfois, la survie était une victoire suffisante. Logan Ri se tenait sur le seuil de son nouvel atelier, regardant la pluie printanière danser sur le toit de son entreprise agrandie. Ri's Restauration était passée d'une entreprise individuelle à une entreprise florissante avec 4 employés et plus de travail qu'il ne pouvait en gérer. L'argent de l'assurance provenant de la fraude de Nan avait été récupéré et restitué. Les frais de justice avaient été conséquents, mais Logan s'en était sorti gagnant financièrement. Plus important encore, il avait gagné quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, la tranquillité d'esprit. John s'épanouissait. Il avait commencé le CP à l'automne et s'était rapidement fait de nouveaux amis. Les cauchemars s'étaient estompés, remplacés par les rêves normaux d'un garçon de 6 ans. Il demandait rarement des nouvelles de sa mère. Dot. Le téléphone de Logan vibra, une notification. Une autre lettre de Nan en prison. Elle les envoyait régulièrement depuis des mois. Excuse, explication, pardon. Logan n'en avait jamais ouvert un seul qu'il supprima la notification et retourna dans son atelier. Sur l'établi se trouvait son projet en cours, un rocking chair pour Madame Patterson, dont le petit-fils attendait son premier enfant. 3 générations d'amour représentées par le chêne rouge et un savoir-faire artisanal. Papa. La voix de John résonna de la maison. Le dîner est prêt. Logan sourit et posa ses outils. Dans quelques heures, il borderait son fils, lui lirait une histoire et l'embrasserait pour lui souhaiter bonne nuit. Des plaisirs simples qui lui avaient presque été volés. Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant le monde. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux projets, de nouvelles possibilités. Mais ce soir-là, Logan Ri était exactement là où il devait être. À la maison avec son fils, rassuré par la certitude que certaines tempêtes, aussi violentes soient-elles, pouvaient être surmontées. Le passé était enterré. L'avenir s'étendait devant lui comme une route inexplorée. Et pour la première fois depuis très longtemps, Logan était prêt à voir où cela le mènerait.